Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live dans lequel nous allons parler bien du CRPE 2022. Je me présente, je suis Anthony, je suis responsable donc de la préparation objectif CRPE et ce soir je vais essayer de tout vous dire sur ce fameux concours et bien entendu je répondrai également à toutes vos questions. Mélina est également dans le chat pour répondre à certaines questions. Donc, n'hésitez pas hein, à les poser, nous y répondrons. Un petit mot peut-être d'abord sur, pardon, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas le CRPE. Le CRPE, c'est tout simplement concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc, c'est pour les personnes qui souhaitent devenir professeurs des écoles, c'est-à-dire professeurs en maternelle ou en primaire. Un petit œil sur le programme de ce live. Donc, nous allons parler tout d'abord de la réforme, puisqu'il y a une réforme en cours qui va concerner l'année prochaine, la session 2022 du concours. Nous verrons les conditions d'inscription à ce concours, puisqu'elles ont été officialisées la semaine dernière. Nous verrons également quelles sont les épreuves. Il y a des nouvelles épreuves. Elles sont d'ailleurs toutes nouvelles. Alors certaines ressemblent aux épreuves qui étaient en vigueur jusqu'à cette année 2021. Mais nous verrons ça en détail. Et enfin, j'essaierai de vous donner un maximum de conseils pour que vous commenciez peut-être tout simplement à préparer le concours de votre côté. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Alors, tout d'abord, si vous préparez le concours ou si vous pensez préparer le concours dans l'année qui vient ou un peu plus tard peut-être, il faut savoir que pour la session 2022, il y a une réforme qui est en cours. Elle a été officialisée en 2018. En tout cas, il y avait déjà ce projet il y a 3 ans. Elle a été ensuite enclenchée avec tout d'abord une réforme du Master MEF. Le Master MEF, c'est les études qui permettent traditionnellement d'accéder au concours. Il faut savoir qu'on est dans une logique de professionnalisation, de pré-professionnalisation pour ces étudiants qui sont en Master MEF. Elle avait été annoncée pour 2021, mais a été reportée du coup pour 2022. Et le point important peut-être à retenir, en tout cas pour certains d'entre vous, ça a son importance, c'est que les épreuves sont déplacées à la fin du M2, comme nous le verrons dans les conditions d'inscription. Alors, vous avez ici quelques éléments qui expliquent pourquoi il y a eu cette réforme, notamment que la formation des professeurs apparaissait trop loin de la réalité du terrain, le fait aussi que le fait qu'il y ait un concours en M1 à la fin du M1, ça coupait un peu la formation du master. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle et donc il faut adapter tout simplement ce concours et toute cette logique. Ce que l'on sait du coup sur la formation des enseignants, donc il y a une refonte du master à la rentrée 2020, donc qui a commencé déjà l'année dernière. Ça va se poursuivre pour cette année. J'en ai parlé, il y a un dispositif de pré-professionnalisation dès la licence, c'est-à-dire que les étudiants qui sont en licence dès la L3, je crois, puis en master, vont être en alternance, enfin auront la possibilité d'être en alternance. Et donc pour ce qui est du concours, il y a une réforme de ce concours. Et ce que l'on sait, c'est que donc il n'y a plus 4 épreuves, mais 5 épreuves, 3 épreuves écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission. Et sur les différents concours, tous les concours sont confirmés, hein, comme le précédent concours, vous aurez le concours externe, le troisième concours et le second concours interne. Alors si vous ne connaissez pas trop les différences, je vous expliquerai plus en détail juste après. La dérogation des parents est bien entendu des parents de 3 enfants est maintenue. Tout ça, on va le voir juste après sur les conditions d'inscription.
Un petit détail en revanche sur ce qu'on ne sait pas encore et ce qu'on devrait savoir dans les prochaines semaines, voire prochains mois, c'est l'après-concours. Toutes les personnes qui vont réussir le concours, on ne sait pas encore ce qu'ils feront l'année d'après. Actuellement, les étudiants ou les personnes qui réussissent le concours ont une année d'alternance pendant laquelle ils sont à la fois en INSPE pour suivre des cours et dans une classe 2 jours par semaine ou 2 semaines en cours et en classe, avec une vraie classe, donc comme dans un système d'alternance. Alors, les conditions d'inscription, j'y viens. Donc, elles ont été officialisées seulement la semaine dernière et donc on peut confirmer qu'il y a, comme au précédent concours, plusieurs voies d'accès pour passer le concours. Dites-moi dans le chat si vous pensez passer plutôt le premier concours, le troisième concours ou le second concours interne, voire le premier concours interne, mais comme on va le voir, c'est assez particulier. Alors, donc tout d'abord, le premier concours, qu'on appelle aussi le concours, surtout le concours externe, il est ouvert donc aux personnes qui ont un Master 2 ou qui sont en train de passer un Master 2. Donc si l'année prochaine, vous êtes en études en train de valider un Master, une deuxième année de Master, vous pourrez passer le concours à la fin de l'année. Il faudra bien entendu valider ce Master pour valider l'admission au concours. Peu importe d'ailleurs le Master, hein, la voie traditionnel, c'est le master MEF, mais si vous passez un master dans n'importe quel autre domaine, c'est valable aussi. Il y a des dérogations qui existent, et notamment une des dérogations, c'est le fait d'être parent d'au moins 3 enfants. Ça vous ouvre la possibilité de passer ce concours externe. Autre possibilité, c'est de passer le 3e concours. Cette voie-là est ouverte aux personnes, surtout en reconversion professionnelle, puisqu'il faut avoir travaillé 5 années, avoir une expérience et pouvoir justifier de 5 années dans le privé, peu importe ce que vous faisiez, pourvu que vous soyez salarié, voire indépendant, mais en tout cas dans le privé. Et donc il faut justifier de 5 années grâce à des bulletins de salaire par exemple ou des contrats de travail. Alors je vois dans le chat qu'il y a pas mal de 3e concours. Aurélie, elle, c'est plutôt le concours externe puisqu'elle est maman de 2-3 enfants. 1er concours également pour Stéphanie et Mathilde. Effectivement, comme certains le disent, c'est pour les personnes en reconversion professionnelle plutôt le 3e concours puisque vous avez déjà des années de travail dans le privé. Un petit tour sur le concours, sur la voie interne. Alors là, il y a 2 concours différents. Le premier concours interne qui est assez spécifique, pour lequel nous ne préparons pas un objectif CRPE, c'est un concours pour les personnes qui sont instituteurs. C'est instituteur titulaire depuis au moins 3 ans. Alors les instituteurs, c'est l'ancêtre des professeurs des écoles, donc c'est les personnes qui ont passé le concours à l'époque il y a déjà au moins, je crois 20 ans, voire un peu plus. Et du coup, pour ces personnes-là, elles peuvent acquérir le statut de professeur des écoles. Et donc, il faut avoir justifié d'au moins 3 années et pour passer ce premier concours interne qui a des épreuves assez spécifiques. J'y reviendrai pas parce que ça concerne vraiment très peu de postes et de candidats chaque année. En revanche, le second concours interne vous concerne peut-être. Il est ouvert aux personnes qui travaillent dans le public, qui justifient de 3 années au moins d'expérience et qui ont également un niveau licence au minimum. De même, si vous êtes parent de 3 enfants, vous pourrez, il y a une dérogation par rapport à ce niveau à avoir. Alors, il y a une bonne question de Sabsab par exemple. Et de Sophie également. En fait, vous êtes plusieurs à vous poser la question, si je suis éligible à plusieurs concours, qu'est-ce qu'il faut choisir tout simplement? Alors c'est une question assez difficile, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. Beaucoup de personnes vont être en effet éligibles à la fois au concours externe et au 3e concours, puisque vous pouvez être parent de 3 enfants et avoir déjà travaillé 5 années dans le privé par exemple, ou avoir un master
un Master 2 et avoir travaillé également 5 années dans le privé. Alors il y a des petites différences. Première différence, ce sont les taux d'admission qui changent d'un concours à un autre, tout simplement parce qu'il y a un nombre de postes qui est ouvert par concours. Donc dans une académie donnée, par exemple prenons l'académie de Nice, vous allez avoir, par exemple pour 2022, je dis les chiffres un peu au hasard, 100 postes pour le premier concours et 50 postes pour le troisième concours. Alors ça ne veut pas dire que ça sera plus facile sur le premier concours parce qu'il y a beaucoup plus de postes, car il y a également beaucoup plus de candidats sur le premier concours que sur le troisième concours. Donc, il faudra quand même essayer d'étudier un peu les chiffres des années précédentes pour vous donner une idée des différences on va dire, pour être admis. Autre différence, c'est que vous allez pouvoir, dans le troisième concours, mettre à profit votre ancienneté en tant que personne qui a déjà travaillé au moins 5 années dans le privé. Vous allez pouvoir gagner des échelons au moment où vous allez devenir professeur des écoles. Normalement, quand vous débutez votre carrière, vous êtes à l'échelon le plus bas. Et le fait d'avoir travaillé 5 ans dans le privé, ça va vous permettre de récupérer cette ancienneté. Et ça se passe seulement dans le troisième concours. Voilà pour les petites différences qu'il y a. Ensuite, malheureusement, c'est un choix qu'il y aura à faire, en sachant que vous avez la possibilité de vous inscrire à ces 2 concours et de choisir pendant votre année. Juste avant le concours, il faudra se décider puisque le jour J, vous allez vous asseoir à un endroit sur une table où ça sera votre inscription soit sur le concours externe, soit sur le troisième concours. Mais voilà, vous pourrez vous inscrire aux 2 pour vous donner un peu plus de temps pour choisir. J'espère que tout est clair. Jess demande, j'ai un bac +2 et maman de 3 enfants, lequel je peux postuler? Eh bien Jess, vous pouvez postuler au concours externe en étant maman de 3 enfants. Alors, question ensuite d'Anne-Sophie, peut-on présenter plusieurs académies? Est-ce que c'est le même examen? Alors, j'y viens. Alors là, vous avez des précisions sur les différences entre les concours. Donc, pour ce qui est des épreuves et du jury, c'est exactement les mêmes. Donc ça, pas de différence là-dessus. Par contre, le nombre de postes est différent et le nombre de candidats aussi diffère. Donc là, vous avez des exemples au niveau national. Donc, c'est les chiffres de cette année, de 2021. Il faut vous dire que ça sera à peu près les mêmes proportions l'année prochaine. Il y avait quasiment 9500 postes pour le concours externe, pour quasiment 30 000 candidats, alors que sur le troisième concours, il y avait 700 postes pour 2500 candidats. Donc vous voyez qu'il y a des différences énormes entre ces 2 concours. Et donc ce que vous devez faire, avant de parler des académies, c'est bien entendu de vérifier que vous êtes bien éligible. Si vous avez des doutes parce que, je ne sais pas, vous avez travaillé 4 ans et demi et que les 6 derniers mois, vous allez les faire juste à la fin, il vaut mieux bien vérifier que vous êtes bien éligible pour ne pas faire une année de préparation, passer le concours et ensuite apprendre que vous ne pourrez pas valider votre admission. Et du coup, voilà, essayez de bien vérifier cela. Les conditions, n'hésitez pas à appeler les services de votre académie pour confirmer si vous avez des doutes. Autre information et autre choix que vous devrez faire, c'est de passer le CRPE dans le public ou dans le privé. Puisque que ce soit l'un ou l'autre, vous devez passer le concours. Mais c'est un choix qu'il y a à faire. Alors de même, le nombre de postes diffère entre le CRPE public et le CRPE privé. C'est un choix que vous devrez faire à l'inscription également, mais vous avez, comme pour les académies ou comme pour les différents concours, possibilité de vous inscrire à plusieurs, à la fois dans le privé et dans le public. Et ensuite, ça reste encore une fois un choix personnel. Sachez simplement que vous ne pourrez pas ensuite, si vous passez le public, vous ne pourrez pas passer ensuite et enseigner dans le privé. Et inversement, en tout cas, c'est très difficile. Il faudra certainement repasser le concours si vous voulez passer de l'un à l'autre. Il y aura pour également cette différence entre privé et public les mêmes épreuves, quasiment le même jury. Il y aura dans le jury pour le privé un représentant des établissements privés.
Mais encore une fois, le nombre de places offertes est très différent que quand on prend dans le privé et dans le public pour un concours donné dans une académie donnée. Et autre information, c'est que si vous présentez le concours dans le privé, eh bien, vous aurez à obtenir l'accord précollégial, c'est-à-dire que vous devrez passer un entretien avec des directeurs d'école dans le privé afin d'avoir un accord pour que, eh bien, si vous avez le concours, vous ayez déjà un accord avec un établissement, enfin au niveau académique, pour pouvoir enseigner ensuite dans un des établissements. Et donc j'y viens, c'était la question d'Anne-Sophie sur les académies. C'est le dernier choix que vous devrez faire à l'inscription. Les inscriptions pour le CRP 2022 se feront à l'automne prochain. L'académie aussi est un choix important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que les taux de réussite sont également très différents d'une académie à une autre. Vous avez ici des exemples avec en 2020, au concours externe, il y avait 14% de réussite à Toulouse contre 80% à Versailles. Donc, vous voyez que c'est assez énorme les différences. Il faut également savoir que c'est un choix engageant. Pourquoi ? Parce que, eh bien, une fois que vous êtes admis dans une académie, vous allez devoir enseigner dans cette académie pendant plusieurs années avant de pouvoir peut-être changer d'académie, puisque pour pouvoir, quand vous souhaitez changer et passer d'une académie à une autre, c'est un système de points. Et comment on gagne des points? C'est notamment grâce à l'ancienneté. Donc si vous voulez eh bien, avoir plus de points, c'est grâce à des enfants, le fait d'être marié ou autre, mais aussi grâce à l'ancienneté. Donc dans certaines académies, eh bien, il faut attendre plusieurs années pour avoir assez de points pour ensuite pouvoir demander eh bien, de changer d'académie. Donc attention à ça, il ne faut pas se dire « Ok, Versailles, c'est super facile pour avoir le concours ». Parce que, vous allez devoir ensuite enseigner à Versailles. Alors ça peut être génial si vous habitez là-bas, mais si vous dites ça en habitant à Rennes et en vous disant « j'ai le concours à Versailles, ensuite je pourrai aller à Rennes », ça sera beaucoup plus compliqué. Et ça n'est pas parce que le taux d'admission est assez élevé que le concours n'est pas aussi exigeant et que vous ne pourrez pas être un très bon professeur et un très bon candidat aussi à ce concours. Et de même, c'est un choix que vous devrez faire à l'inscription et vous pouvez vous inscrire dans plusieurs académies pour de même vous donner un peu plus de temps pour réfléchir. Et du coup, Anne-Sophie, vous pourrez vous inscrire à une seule académie, tout simplement parce que les écrits et les épreuves écrites auront lieu le même jour dans toutes les académies. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement vous présenter dans plusieurs académies. Donc, il faudra choisir avant le jour J. Alors, question de Laura, combien de temps est valide le préaccord collégial, car je l'ai passé il y a 1 an. Alors Laura, il faudra que tu ailles voir au niveau de ton académie et du diocèse de ton académie. Donc ça c'est pour le privé, je le répète. Je crois qu'il faut le repasser tous les ans. Je ne suis pas sûr de cette information, mais essaye d'aller voir auprès de ton académie du diocèse de l'académie, donc qui gère toutes les écoles, pour que tu puisses avoir une confirmation de cette information. Christelle, je suis contractuelle à temps plein en école privée depuis 10 ans. À quel concours puis-je prétendre? Alors, tu es contractuelle à temps plein dans une école privée. Alors, il faut déjà il faut que tu vois si ton contrat est plutôt d'ordre public ou privé. S'il est d'ordre privé, dans ce cas-là, tu pourras passer le 3e concours. S'il est public, alors il faut que tu aies un niveau licence pour pouvoir passer le 2e concours interne. Anne-Cécile demande, est-ce que le lieu de domicile est pris en compte? Alors ça, effectivement, une fois que vous êtes admis, il y a un système de choix de circonscription ou de département. Et donc, en fonction de votre classement au concours, eh bien, vous aurez vos premiers choix en fonction des demandes. C'est un peu les lois de l'offre et la demande. Et du coup,
si vous êtes bien classé, vous pourrez avoir vos premiers choix et donc potentiellement, effectivement, avoir une école qui est pas très loin de chez vous. Voilà pour ce qui est des questions pour l'instant. Je continue en vous parlant donc des sessions complémentaires. Alors les sessions complémentaires, il faut savoir qu'à Créteil et Versailles, ce sont 2 académies qui recrutent énormément. Il y a beaucoup de postes en jeu et pour cette raison, eh bien, ils sont obligés de faire 2 sessions chaque année. En tout cas, à Créteil, c'est le cas depuis 2015. À Versailles, ça a été le cas entre 2018 et 2020. Ça n'a pas été le cas en 2021. Et l'idée, c'est d'avoir un autre concours qui a lieu un peu en décalé, donc le calendrier est décalé à la fois pour les inscriptions mais aussi pour les épreuves, pour eh bien, recruter un maximum de personnes en fonction des besoins. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui sont dans ces académies-là, mais ce sont aussi des concours comme tous les autres qui sont ouverts à tout le monde. Donc si eh bien, vous n'êtes pas admissible, enfin non, il faudra le décider avant, mais si vous voulez le passer dans une académie parce que vous voulez par exemple aller à Lyon, mais que ça ne vous dérangerait pas de le passer à Créteil ou à Versailles, si les concours sont ouverts, il y aura une confirmation pendant l'année, et si les concours sont ouverts, vous pourrez également, en plus du concours normal, vous aurez la possibilité de vous inscrire à cette session complémentaire. Alors, un petit œil sur, du coup, pour vous donner une idée de à quoi va ressembler votre année. Donc là, on est au mois de juillet. Je vous ai mis quelques indications également en ce qui concerne notre préparation, préparation donc objectif CRPE. Pendant l'été, les étudiants qui sont inscrits chez nous vont avoir des remises à niveau en français et en mathématiques. Elles seront disponibles, elles sont quasiment toutes disponibles déjà. Ainsi que des cours fondamentaux de didactique en maths et en français. On y reviendra, mais la didactique de maths et de français, c'est une grosse part dans le nouveau concours. En mi-septembre, c'est la rentrée. Alors la rentrée, c'est le début des cours en live, puisque nous sommes une préparation à distance. On fonctionne avec des cours à distance, avec des professeurs qui sont en live, un peu comme là, un système de chat pour aussi poser vos questions, et des cours, bien entendu, qui sont ensuite disponibles en replay, ce qui vous permet aussi, vous, de vous organiser si vous n'êtes pas disponible à certains cours. Les inscriptions au concours pour 2022, ça aura lieu à l'automne. Alors là, sur le schéma, c'est septembre-octobre, ça sera peut-être plutôt octobre-novembre. Mais voilà, ça sera entre septembre et novembre pour sûr. Il faudra ensuite s'y mettre. La préparation aux écrits et aux oraux. Je précise qu'il faudra, en tout cas nous c'est ce qu'on conseille vraiment, vous mettre à préparer les oraux dès le début de l'année, même si les écrits, ça vous permet d'être admissible et donc de pouvoir ensuite passer les oraux, les oraux représentent vraiment une grosse partie de la note et donc il faut vraiment s'y préparer dès le début de l'année. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait chez Objectif CRPE de mettre des cours sur les épreuves orales vraiment dès le début de l'année. Chez Objectif CRPE, vous aurez aussi les premiers entraînements qui arriveront autour de mi-octobre. Les premiers entraînements écrits, nous le verrons, les entraînements c'est vraiment primordial dans le cadre d'une préparation. Les premiers entraînements oraux, eux, arriveront plutôt vers janvier. Alors pour certains, ça paraîtra très tôt, mais vous verrez que vous serez content de vous plonger une première fois dans ces épreuves orales avant un deuxième entraînement à l'oral plutôt en avril-mai. À partir de mi-février, fin février, là, il faudra se mettre à fond pour les écrits, puisque les épreuves écrites devraient avoir lieu au mois d'avril, donc certainement en début avril ou mi-avril. Et dans un second temps, vous devrez vous concentrer plutôt sur les oraux qui, eux, arriveront, les vraies épreuves orales, plutôt autour de entre mai et juillet. Voilà pour vous donner une idée, pour vous projeter, c'est important. Je ne sais pas si certains
si vous êtes déjà décidé à passer ce concours, mais pour ceux qui hésitent encore peut-être, c'est important de pouvoir voir comment vous allez pouvoir organiser aussi votre année. Et puis pour ceux qui sont décidés déjà à passer le concours et à devenir professeur des écoles, eh bien, il faut s'y mettre tout de suite, se mettre dedans et arriver bien tout de suite peut-être à vous projeter sur le concours tout simplement et sur cette année de préparation qui arrive. Un dernier mot pour ce qui est des conditions d'inscription, ce sont les attestations de secourisme et de natation. Alors, elles étaient là pour le CRPE jusque-là et eh bien, elles sont encore là pour le concours à partir de 2022. Ce sont 2 attestations que vous devrez valider, peu importe si vous avez déjà validé une attestation de secourisme PSC1 ou équivalent, tant mieux, c'est déjà fait. De même pour la natation, il faut un brevet de natation de 50 mètres. Et donc, il faut avoir validé ça avant la date de publication généralement des résultats d'admissibilité. Si vous avez passé cette attestation, votre PSC1, il y a 10 ans, peu importe, il n'y a pas de date précise à avoir. Toutes sont valables, mais il faut simplement y penser. Donc, si vous avez décidé de passer le concours, on vous conseille dès cet été de faire ces 2 attestations, comme ça sera derrière vous. Et ne faites pas donc comme Laetitia, hein, donc ça date de 2017, mais imaginez-vous, on n'a pas revu le cas depuis, mais elle a été admise et malheureusement, elle n'avait pas l'attestation de natation, et donc là, malheureusement, elle est refusée. Et donc, ça sera à déposer, vous le verrez, on aura l'occasion d'en reparler si vous nous suivez. Les inscriptions se font sur un site qui s'appelle Cyclades, et donc sur ce site-là, eh bien, vous pourrez télécharger ces 2 attestations. Il faudra bien respecter simplement les dates qui sont écrites, des dates qui varient d'une académie à une autre. Alors, nous allons parler maintenant des nouvelles épreuves, ces fameuses nouvelles épreuves. Je vais rapidement regarder avant s'il y a des questions. Alors, Lily demande, est-ce que l'attestation de formation SST fonctionne? Alors, tu as sur le site Devenir enseignant toutes les attestations de secourisme qui sont équivalentes au PSC1 et donc qui sont valables. Donc, tu peux retrouver cette liste-là sur le site Devenir enseignant. Amandine, lorsqu'on a des brevets de natation passés à l'école primaire, faut-il fournir une nouvelle attestation? Non, Amandine, peu importe la date à laquelle tu as passé ce brevet de natation, donc même si c'était il y a 10 ans, 20 ans, ça marche aussi. Kendall, quand vous dites 2 € par matière, c'est 2 € en français, 2 en maths, 2 pour CSE et 2 pour EPS. Alors oui, j'y reviendrai hein, sur les entraînements et sur ce qu'on propose au sein de la préparation objectif CRPE pour chaque épreuve. Donc je vais y revenir dans quelques minutes. Alors, c'est parti pour ces nouvelles épreuves. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura donc 3 épreuves écrites d'admissibilité. Donc, je vous explique rapidement le principe d'admissible. En gros, vous allez passer ces 3 épreuves écrites, à l'issue desquelles vous allez être classé. Et selon le classement que vous avez, ils vont prendre environ, on va dire, 2 fois plus de postes, 2 fois plus de candidats qu'il y a de postes dans chaque concours ou chaque académie. Donc si dans une académie et pour un concours donné, le concours externe, il y a 100 postes, on va prendre les 200 premiers, les 200 meilleurs qui ont les meilleures notes en tout cas sur ces 3 épreuves écrites d'admissibilité. Et ces 200 personnes vont passer ensuite les 2 épreuves orales d'admission. Alors, ce sont pour les 3 épreuves d'admissibilité des épreuves similaires à la fois dans le temps qu'elles prennent, puisque ce sont des épreuves chacune de 3 heures, et comme on va le voir également, ce sont chacune des épreuves de coefficient 1 noté sur 20. À noter également qu'il y a une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère, j'y reviendrai également. Alors, donc les épreuves écrites,
comme je l'ai dit, elles sont assez similaires, hein, toutes notées sur 20, coefficient 1, donc elles représentent toutes 11% de la note finale, ce qui n'est pas énorme prise une par une, mais au global, les épreuves écrites représentent quand même un tiers de la note finale, en sachant que la note éliminatoire a été fixée à 5. Donc si vous avez en dessous de 5 pour une de ces 3 épreuves, vous serez éliminé du concours, donc attention également à ça, vous ne pouvez pas vous dire « je parie sur les maths et le français » et peu importe l'épreuve d'application, si vous avez en dessous de 5, vous serez éliminé. On va revenir ensuite plus en détail sur chacune de ces épreuves. Pour les épreuves orales, là c'est complètement différent, puisque pour ce qui est de l'épreuve de leçon, donc qui concerne la didactique du français et des mathématiques, c'est une épreuve notée sur 20 points également, mais de coefficient 4, ce qui représente eh bien 44% de la note finale, ce qui est assez énorme, hein. Imaginez-vous, c'est quasiment la moitié de la note de votre note finale qui va se jouer sur une épreuve orale, une épreuve d'une heure, comme on va le voir juste après. La note éliminatoire, que ce soit pour l'épreuve de leçon ou l'épreuve d'entretien, est fixée, elle, à 0. Et donc pour l'épreuve d'entretien, c'est également noté sur 20. Et elle se fait en 2 parties, nous le verrons plus en détail juste après. Et c'est une épreuve de coefficient 2, donc ça représente 22% de la note finale, ce qui fait pour les épreuves orales, eh bien 2 tiers de la note finale, ce qui est assez énorme. C'est pourquoi, je vous disais tout à l'heure, hein, il serait important dans votre préparation eh d'accorder de l'importance aux épreuves orales dès le début de la préparation pour être sûr de bien vous préparer et de bien voir tout ce qu'il y a au programme pour chacune de ces épreuves. Donc là, un petit résumé hein, de ce que je viens de dire sur ce que disent un peu ces coefficients qu'il est important d'avoir en tête. Autre petit point peut-être à mentionner, c'est qu'il y a autant de points sur l'EPS que sur l'épreuve de maths ou de français. Donc, vous le voyez, c'est important de travailler votre grammaire dès le début de l'année, mais c'est aussi important eh bien, de travailler l'EPS qui n'est jamais évidente à travailler. Alors, tout d'abord, l'épreuve disciplinaire de français, donc c'est la première épreuve écrite. Elle est donc sur 20 points, d'une durée de 3 heures. Elle est décomposée en 3 parties. Une première partie, vous allez avoir ce qu'on appelle l'étude de la langue, c'est tout ce qui est grammaire. La deuxième partie, elle sera consacrée au lexique et à la compréhension lexicale, donc ce qu'on appelle la lexicologie, donc l'étude des mots, de leur formation. Et enfin, la troisième partie, vous serez confronté à un raisonnement rédigé. C'est-à-dire que vous aurez eh bien, un thème, un sujet, et vous allez devoir répondre eh bien, au sujet, à la question qui est sous-entendue dans le sujet, sur un thème donné, qui sera lié, ce thème, au texte que vous aurez à étudier. De même, hein, tout ce qui est de la première et la deuxième partie, ça sera basé sur un texte qui vous sera présenté. Ce texte-là d'ailleurs, hein, notamment pour le raisonnement rédigé, ça peut être un extrait de roman, de nouvelles, de littérature d'idées, d'essais. Voilà, il y a vraiment un peu tous les textes littéraires possibles. Et il faut savoir que ça sera un texte de 400 à 600 mots si vous voulez vous entraîner. Il y a des sujets zéro qui ont été publiés, mais il n'y en a que 2. Mais voilà, vous pouvez peut-être faire un peu l'exercice aussi par rapport à ce texte qui vous sera présenté. Il y aura une question donc en rapport avec ce texte, avec le même thème, et vous devrez eh bien, rédiger, faire un développement écrit, rédiger et structurer, ça sera important, hein. L'idée c'est de montrer que vous savez rédiger, que vous savez aussi structurer vos idées pour répondre eh bien, à une question posée. Patricia demande, la phonétique est-elle toujours au programme? Alors non, la phonétique n'est plus au programme de français, donc vous n'aurez pas à la réviser. Bénédicte, il n'y a donc plus de mise en situation professionnelle. Effectivement, Bénédicte, il n'y a plus ce premier oral, mais comme on va le voir hein, juste après, il y a 2 épreuves orales qui sont un peu différentes. On va y revenir. Amélie, EPS, c'est quoi? Alors l'EPS, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'éducation physique et sportive. J'y reviendrai aussi juste après.
Alors pour terminer, sur cette épreuve disciplinaire de français, quelques conseils peut-être. Attention à la gestion du temps, hein, surtout quand vous avez à rédiger, à faire un développement rédigé. Le risque, eh bien, c'est de dépasser, les 3 heures et vous ne pourrez pas dépasser les 3 heures puisqu'au bout des 3 heures, on vous dira: «Stop, lâchez les crayons» et eh bien, vous devrez rendre votre copie. Donc attention à la gestion du temps, c'est toujours, eh bien, important et c'est ce qu'on rappelle un peu aussi toute l'année à nos étudiants. Le fait que la lexicologie cette année soit eh bien, une partie à part entière, eh bien, ça sous-entend qu'il faudra peut-être réviser un peu plus en particulier cette partie de la grammaire. Attention également à la relecture. Le but des épreuves écrites, et notamment celle de français bien entendu, c'est tout simplement de voir si vous savez écrire à la fois en termes d'orthographe, mais aussi en termes de syntaxe, de rédaction. Et donc, il faudra bien faire attention à tout cela. Et donc, le fait de relire vous permettra de effacer les petites fautes que l'on fait tous et toutes, mais qui sont évitables en simplement relisant sa copie. Et donc pour ceux qui ont déjà passé le concours peut-être ou qui connaissaient les anciennes épreuves du concours, en gros, cette nouvelle épreuve correspond plus ou moins aux parties 1 et 2 de l'épreuve de français, à ceci près que, en tout cas, il n'y a plus de didactique, mais la première partie qui était eh bien, une analyse de texte se transforme donc en raisonnement rédigé. Patricia demande: y a-t-il des œuvres littéraires à lire en amont du concours? Il est précisé dans les textes qui eh bien, expliquent ce que sont ces épreuves que vous devrez, et c'est également précisé dans les sujets zéro, dans la consigne de cette troisième partie dans les sujets zéro, que vous devrez vous appuyer également sur vos connaissances personnelles et littéraires. Donc il n'y a pas de liste vraiment d'œuvres littéraires à lire, mais si vous avez une culture littéraire, ce sera forcément mieux. Vous pourrez eh bien, utiliser certaines références dans ce développement rédigé. Donc si vous avez le temps, pourquoi pas cet été, essayez de lire 2-3 œuvres peut-être. Ça prend du temps hein, de lire des œuvres littéraires. Nous, on a pour nos étudiants essayé de donner une petite liste, non pas de choses vraiment à lire, mais de références qu'on pourra travailler aussi pendant l'année. Alors Kendall demande: est-ce que le résumé rédigé est vraiment différent de la partie 1 du CRPE 2021 ou CRPE avant, ou c'est la même chose? Alors c'est pas tout à fait la même chose, hein. Ce que vous aviez à faire jusque-là dans la partie 3, c'était dans la partie 1 pardon, de l'ancien concours, dans l'épreuve de français, c'était une analyse de texte. Donc vous aviez plusieurs textes et vous deviez confronter les idées des différents auteurs sur un thème donné. Là, on va plutôt vous demander, sur un thème donné, de répondre à une question et eh bien, de pouvoir inclure dans la réponse à cette question l'avis de l'auteur de l'auteur du texte qui vous sera présenté dans le sujet de français. Et eh bien, ce sera à vous également d'apporter des références et des connaissances par rapport, ça peut être des connaissances culturelles, ça peut être des films ou littéraires. Dominique, qu'est-ce que le premier concours externe? Alors j'ai parlé tout à l'heure effectivement du premier concours externe, c'est tout simplement le concours externe, donc celui pour lequel vous pouvez, enfin, vous êtes éligible à ce concours externe si vous êtes titulaire ou enfin, si vous avez un master 2 ou vous êtes en train de faire un master 2 ou si vous êtes parent de 3 enfants ou sportif de haut niveau par exemple. C'est des dérogations pour ne pas avoir à justifier d'un certain niveau de diplôme. Alors, pour ce qui est de notre préparation, donc pour cette épreuve de français, donc vous avez ce qu'on appelle la remise à niveau, mais qui est en fait des cours. Et d'ailleurs, il n'y a pas 10, mais 12 modules. On a rajouté 2 modules pour vraiment coller à cette réforme. 12 modules de grammaire, où là, vous allez vraiment voir tout sur la grammaire. Et l'idée, c'est que ce sont des modules que vous avez déjà en ce moment, qu'on vous met à disposition là pendant l'été, donc pour que vous puissiez un peu prendre de l'avance, mais qui seront ensuite disponibles toute l'année, bien entendu.
Vous aurez ensuite des cours en live pour chaque partie, hein. Par exemple, pour la 3e partie, raisonnement rédigé, vous aurez bien des cours de méthodologie pour vous apprendre à, à partir d'une question donnée, faire un raisonnement. Des entraînements également entre les cours, des cours de grammaire où là on s'entraînera sur des exercices. Le but étant pour le professeur et vous de reprendre des exercices pour que le professeur puisse vraiment vous expliquer ce qu'on attendait de vous. Et enfin 3 concours blancs, hein, comme je l'ai dit, les entraînements c'est important chez nous et donc vous aurez 3 concours blancs à faire pendant l'année à partir de mi-octobre avec pour chaque concours blanc donc des sujets inédits. On ne va pas vous redonner les sujets zéro qu'on connaît déjà. Des séminaires de correction. Là, le principe, ça sera que le professeur reprendra avec vous le sujet qui vous aura été donné pour voir quels étaient les attendus pour chaque question, quelles sont les erreurs qui ont été le plus commises. Et enfin, vous aurez une vidéo correction individualisée. Donc pour votre copie, vous pourrez la télécharger sur une plateforme, ce qu'on appelle l'espace devoir. Et une fois que vous aurez téléchargé votre copie, donc en version numérique, vous pourrez le faire chez vous, hein, écrire, la numériser assez facilement, l'envoyer et ensuite sous 10 jours maximum, vous recevez ensuite une vidéo dans laquelle un correcteur qui a déjà corrigé pour le concours va vous tout simplement expliquer qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans votre copie, ce qui vous fait vraiment un retour individualisé et le fait qu'il puisse commenter votre copie, ça vous fera tout simplement progresser rapidement. Il vous donnera également plein de conseils pour continuer à faire la préparation, que ce soit en français, en maths ou pour la 3e épreuve d'application que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Alors, pas d'autres questions a priori. Si M demande, est-ce que les examens blancs se passent en ligne? Alors, on organise des sessions pendant lesquelles on vous dira allez-y, c'est parti pour le concours blanc, donc vous le ferez depuis chez vous. Ça ne sera jamais en présentiel en tout cas. Sinon, c'est à vous de vous organiser, à trouver 3 heures de votre temps pour pouvoir faire ces épreuves écrites et vous le faites un peu quand vous le souhaitez. C'est ça aussi, ça vous permet vraiment de vous organiser. Et une fois que vous avez fait l'épreuve écrite, comme je l'ai dit, hein, vous la numérisez et vous la téléchargez sur votre espace personnel. Alors, on passe maintenant à l'épreuve disciplinaire de mathématiques. Alors, les mathématiques, ça fait un peu peur, notamment, on sait qu'il y a beaucoup de candidats qui sont qui ont un mauvais souvenir, notamment des mathématiques pendant leurs études peut-être. Il faut savoir que notre professeur Louis Well est appelé le magicien des mathématiques puisqu'il fait aimer les maths à ceux qui le détestaient. Ce professeur pourra certainement vous réconcilier avec les maths. Donc sur cette épreuve qui est également d'une durée de 3 heures, vous aurez au moins 3 exercices indépendants en sachant que au programme sur cette épreuve, ce sont tout ce qui est sur le programme de 3e, sauf pour la partie nombre et calcul où là ça concerne la seconde. Donc vous voyez que le programme de 3e, ce n'est pas insurmontable. On ne va pas vous demander des choses trop compliquées non plus. Il faut savoir aussi que ça correspond aux parties 1 et 2 du CRPE actuel, pour ceux qui ont déjà passé le concours. Et un des conseils qu'on va vous donner, c'est d'essayer de maîtriser le plus tôt possible vraiment les bases des mathématiques. Ça vous aidera aussi peut-être pour la partie didactique des mathématiques qui n'est pas toujours évidente, on va dire, si on n'a pas déjà les bases de mathématiques, des bases disciplinaires, bien entendu. Pour avoir ces bases de mathématiques, nous on a une remise à niveau qui de même est déjà disponible pour les étudiants qui sont en train de s'inscrire. En tout cas, on met les remises à niveau au fur et à mesure de l'été et je crois que début août, on aura mis tous les modules. Et l'idée, c'est de reprendre vraiment de reprendre vraiment les bases dans à la fois
les calculs, l'arithmétie, pardon, ou la géométrie. Et ensuite, vous aurez des cours en live pendant l'année qui vous permettront d'aborder tout le programme de troisième avec, encore une fois, important, les concours blancs qui vous permettront de vous entraîner en conditions d'examen avec des épreuves qui ressemblent à ce que vous aurez le jour J et encore une fois, des retours individualisés de la part de correcteurs. Isabelle demande, bonne question, en dehors des concours blancs, la formation propose-t-elle des exercices de maths et de français pour s'entraîner? Alors oui, Isabelle, vous aurez tout au long de l'année, notamment dans les remises à niveau déjà, il y a non seulement donc, en fait, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est un module chez nous. Un module de cours, c'est une vidéo dans laquelle vous avez un professeur, donc ça peut être soit un cours en direct qui est ensuite disponible en replay toute l'année, soit une vidéo qui est préenregistrée. Où le professeur va faire son cours. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des ressources complémentaires avec au minimum, une fiche synthèse, ce qui est l'équivalent d'un polycopier de cours que vous pouvez garder et apprendre, que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez. Et dans quasiment tous les cours, en tout cas dans les remises à niveau et dans tous les cours de mathématiques et de grammaire, vous aurez des exercices supplémentaires à faire pour vous entraîner chez vous, en plus des exercices que vous pourrez traiter aussi pendant le cours. Dodi demande ceux qui sont inscrits à la session d'août auront la remise à niveau. Oui, bien entendu. Elles sont accessible pour tout le monde et peu importe quand vous vous inscrivez, puisque les inscriptions sont possibles jusqu'à octobre, novembre, mais bien entendu, on va vous conseiller de vous y prendre le plus tôt possible, puisque vous aurez le temps vraiment de voir le plus de choses possible, forcément si vous y prenez le plus tôt possible. Dernière épreuve écrite qui est une nouvelle épreuve assez particulière, c'est l'épreuve d'application. Alors, c'est une épreuve également en 3 heures qui a pour objectif de voir si vous êtes capable de proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente, tout en montrant que vous avez quand même des connaissances disciplinaires en lien avec les contenus qui vous seront proposés dans les sujets. En gros, vous aurez un dossier dans certains domaines et vous devrez répondre à des questions et proposer des démarches d'apprentissage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir juste après. Et un petit détail aussi, c'est que vous aurez le choix entre 3 sujets qui vont être liés à 3 domaines différents. Les 3 domaines sont sciences et technologies d'un côté, histoire, géographie et enseignement civique, moral et civique d'un autre côté. Et enfin, le 3e groupe de domaines, c'est les arts. Donc, vous allez arriver le jour J, vous aurez 3 sujets. Un qui portera sur ce premier domaine, le deuxième sur le deuxième, et le 3e donc sur les arts. Il faudra donc bien entendu choisir un domaine, et pour chacun des domaines, vous allez avoir quelques questions de connaissances, en tout cas c'est possible qu'il y en ait dans les sujets, et sinon il va falloir essayer de concevoir ou analyser une ou plusieurs séances ou séquences d'apprentissage à l'école primaire. Pour les sciences et technologies, vous allez devoir prendre en compte la dimension expérimentale, bien entendu, et vous allez devoir en fait vous mettre dans la peau d'un professeur des écoles qui fait une séance avec ses élèves, et donc vous allez devoir répondre à des questions. C'est donc une épreuve assez professionnalisante dans laquelle vous allez devoir aussi maîtriser un peu des connaissances disciplinaires. Alors ça sera difficile de voir tout le programme de sciences et technologies, bien entendu. Donc par rapport au choix du domaine, tout d'abord, on vous conseillera de vous concentrer sur un domaine si vous savez que vous avez assez peu de temps à mettre dans la préparation, 2 domaines maximum, parce que ça va vous prendre énormément de temps de tout réviser. Pour l'EMC, l'histoire et la géographie, il faut savoir que le sujet qui portera sur ce groupe de domaines, il y aura en fait 2
enseignements sur ces trois-là. On ne sait pas si on connaîtra ce choix à l'avance. Et de même, hein, le principe est un peu le même, il va falloir soit concevoir, soit analyser des séances, une ou plusieurs séances ou séquences d'ailleurs d'enseignement, avec potentiellement quelques questions aussi de connaissances possibles. Peut-être pour que ce soit plus parlant, hein, n'hésitez pas à aller voir les sujets 0 pour voir à quoi peut ressembler un sujet de cette épreuve d'application. Alors Aurore, est-ce que le choix du sujet se fait avant réception des sujets ou nous donne-t-on les 3 sujets et on choisit? Alors a priori, vous pourrez choisir, c'est-à-dire que le jour J, vous aurez les 3 sujets devant vous et ce sera à vous de sélectionner. Ça ne sera pas un choix à faire en amont à l'inscription. Sylvie, si on est OK en géographie, on prend le domaine, même si Histoire et EMC à bosser. Alors oui, Sylvie, si vous avez effectivement, par rapport à Histoire, Géographie, EMC, un des 3 sur lesquels vous êtes à l'aise, ça sera toujours mieux que d'essayer de prendre Art, où là, vous allez partir de 0, ou de même Sciences et Technologies. Et quel niveau de programme pour l'épreuve d'application? Bonne question Stéphanie. Eh bien c'est niveau cycle 3 et du coup, non, oui c'est ça, cycle 3 ou cycle 4 même, pardon. Niveau cycle 4, donc il faut aller voir dans les programmes. Pour chacun des domaines, bien entendu. Et donc pour les arts, de même, ils choisiront 2 des 3 enseignements suivants, éducation musicale, art plastique et histoire des arts. Donc vous voyez que c'est aussi 3 domaines assez particuliers et assez larges, donc il faudra faire attention. Et chaque partie, donc il y aura une partie sur soit éducation musicale, soit art plastique, soit histoire des arts, et une deuxième sur une des 3 également, en sachant que chaque partie sera notée sur 10 points, la note de l'épreuve étant sur 20 points. Sandrine, si je veux choisir l'EMC pendant l'épreuve, ce n'est pas dit que cette épreuve y soit, alors non. En fait, vous choisirez pas seulement EMC, mais vous choisirez le groupe de domaines Histoire, Géo, EMC, en sachant effectivement qu'il est possible que dans le sujet qui soit présent dans votre académie, eh bien, il n'y ait que Histoire ou Géo, et qu'il n'y ait pas l'EMC l'année où vous y êtes, effectivement. Mdou demande est-ce qu'Objectif CRPE prépare pour toutes ces options? Bien entendu, on prépare à tous ces domaines et l'idée c'est que vous aurez eh bien, accès à tous les contenus et donc ce sera à vous de choisir et de piocher en fonction de votre choix stratégiquement. Comme je l'ai dit, hein, ce sera préférable certainement de choisir un des 3 domaines, ou en tout cas au moins 2 sur 3. Aurélie demande est-ce qu'il est possible d'accéder aux remises à niveau hors connexion? Donc ça c'est pour nos contenus. Alors non, malheureusement, tous nos contenus sont disponibles seulement si vous avez une connexion internet. Alors des petits conseils sur cette épreuve d'application qui sera encore une fois assez difficile dans le sens où c'est encore une fois une épreuve assez professionnalisante. Attention donc des connaissances disciplinaires qu'il faudra certainement acquérir, donc c'est niveau 3e, un cycle 4 effectivement. Comme je l'ai dit, plusieurs stratégies par rapport au choix de domaine en fonction de si vous avez le temps ou pas, ou beaucoup de temps, et aussi de votre expérience. C'est-à-dire que si vous avez fait un master en sciences, ben, forcément, vous allez certainement préparer et vous mettre sur le domaine sciences. Et pour ceux qui ont déjà passé le concours, c'est un équivalent du dossier que vous aviez à préparer avec eh bien, une épreuve, une séance à développer dans votre dossier. Là, ça serait un peu le même fonctionnement avec ce système de domaine également que vous avez connu certainement avec votre dossier. Et du coup, Asna, c'est jusqu'à quel niveau qu'il faut maîtriser les sciences et technologies par exemple? Eh bien, c'est jusqu'au niveau cycle 4, on a dit, donc 3e. Aurore demande est-ce que la programmation avec le logiciel Scratch est toujours au programme pour ce qui est des mathématiques? Oui Aurore, c'est toujours au programme effectivement.
Camille, quel est le niveau pour l'épreuve d'application? Donc ça, on l'a dit à peu près, hein, cycle 4, donc niveau 3e. Même si voilà, on ne vous demandera pas de connaître tout du programme, c'est quasiment impossible de tout connaître en sciences et technologies par exemple, ou en histoire, géographie et EMC. Le but étant d'essayer d'avoir un aperçu de ce qu'il y a dans le programme, de connaître les grands points, les grands éléments de chaque programme. Voilà, ce que nous allons conseiller en tout cas stratégiquement, ça ne vaut pas le coup d'essayer d'apprendre tout le programme et de tout connaître sur chacun des domaines. Vous passerez trop de temps à faire ça et ça vous coûtera assez peu de points. Nous, on va plutôt se concentrer avec des cours qui vont plutôt vous apprendre à enseigner chaque domaine. C'est ça qui sera important et surtout évalué. Ce sera ça les attendus les vrais attendus de cette épreuve. Célia, pour le français, une liste de lectures conseillées sera-t-elle donnée? Oui, on en donne une effectivement à nos étudiants. Donc si tu es déjà inscrite, Célia, tu l'auras très prochainement. Et sinon, effectivement, tu en auras une. Léa demande, le concours interne a-t-il les mêmes épreuves que l'externe? Alors oui Léa, si tu parles du second concours interne, qui a exactement les mêmes épreuves et auxquelles nous préparons, si tu parles du premier concours interne qui concerne les personnes qui étaient instituteurs, dans ce cas-là, c'est des épreuves différentes. Et Mafalda, Python, non, il n'y a pas de Python en mathématiques, c'est que le programme programmation Scratch. Et donc j'en ai parlé hein, sur notre préparation pour ce qui concerne cette épreuve d'application. On préparera bien entendu à tous les domaines et eh bien, vous aurez encore une fois des cours en live qui seront ensuite disponibles en replay avec un tronc commun didactique, puisque avant de se concentrer sur comment enseigner une séance d'histoire, il faut savoir ce qu'est une séance d'apprentissage, une séance pédagogique, une séquence, etc. Vous aurez ensuite des cours dans tous les domaines et des méthodologies, bien entendu, traitement de sujet. Et encore une fois, pour les entraînements, c'est important, vous aurez également 3 concours blancs avec le même système de séminaire de correction et de vidéo correction. Et donc ça répond à la question de Solène, des sujets complets seront-ils proposés pour s'entraîner? Oui, à la fois dans les cours, puisque on s'appuiera dans les cours sur des sujets, mais également à l'occasion des 3 concours blancs que vous ferez en condition pendant l'année. L'épreuve orale de leçon. Donc là, on passe aux épreuves orales, donc après l'admissibilité. Vous en avez 2 avec donc cette épreuve, première épreuve orale qui est bien entendu la plus importante avec, je le répète, 44% de la note finale. C'est une épreuve donc assez redoutable qui durera 2 heures, qui durera 1 heure, mais qui aura avant 2 heures de préparation. Donc en tout, ça vous fera 3 heures d'épreuve. Et sur cette épreuve, eh bien, l'objectif, un peu comme ce que vous aurez fait dans l'épreuve d'application à l'écrit, ça sera de concevoir ou animer une séance d'enseignement à l'école primaire, à la fois en français, puis en mathématiques, pour qu'on voit que eh bien, vous maîtrisez les compétences disciplinaires d'un côté, mais également les compétences pédagogiques, bien entendu, hein, puisque vous serez amené à eh bien, enseigner tout simplement à partir de la rentrée prochaine, en septembre 2022. C'est une épreuve qui se fait à partir de 2 sujets, de leçons, donc une en français, une en mathématiques, avec en plus un petit dossier pour eh bien, vous donner notamment certainement des éléments sur le programme, sur des éléments aussi sur eh bien, les leçons, sur la leçon que vous aurez à analyser. Un petit tour tout d'abord sur le timing, donc je l'ai dit, 2 heures de préparation. À l'issue de ces 2 heures, une fois que vous aurez tout préparé, vous commencerez par le français pendant 30 minutes. Donc tout d'abord 10 à 15 minutes d'exposé sur ce que vous aurez préparé pendant vos 2 heures de préparation. Et à l'issue de ces 10-15 minutes, le reste du temps, sur la demi-heure consacrée au français, ce sera un entretien où là, eh bien, le jury va pouvoir vous poser des questions sur l'exposé que vous viendrez de faire, mais également vous poser peut-être des questions un peu plus larges sur comment vous enseignerez peut-être le français. Vous enchaînerez ensuite
avec les mathématiques, même principe, 30 minutes, 10-15 minutes d'exposé, puis le reste du temps sur ces 30 minutes imparties, avec eh bien, des questions-réponses et un échange avec le jury. Les sujets donc, ça sera un sujet de leçon sur un des domaines de l'enseignement, bien entendu, donc un en français, un en mathématiques. Vous aurez comme indication, pour bien vous mettre en condition et pour vous dire que, encore une fois, le but c'est que c'est un concours très professionnalisant, donc le but c'est vraiment de vous mettre en situation. Et donc on vous dira, très bien, vous avez une classe de CM1, vous êtes au mois de décembre, donc vous avez déjà vu une partie du programme de la classe de CM1, pour bien vraiment vous situer. Et par rapport ensuite eh bien, aux leçons, vous allez devoir tout simplement les analyser et expliquer ce que vous feriez avec une classe de CM1 à ce moment-là de l'année. Et vous allez devoir présenter en fait précisément, donc c'est pas répéter ce qu'il y aura dans la leçon, mais vraiment analyser aussi eh bien, tous les éléments didactiques de ces deux leçons. Et ensuite donc les échanges avec le jury, bien entendu, ces échanges sont importants puisque ça sera aussi l'occasion pour le jury de voir comment vous vous exprimez, comment vous pouvez aussi eh bien, répondre à certaines questions. Mélanie demande, est-ce que l'épreuve de leçon touche l'ensemble des cycles ou uniquement les cycles 2 et 3? Ça peut être également le cycle 1, bien entendu. Les dossiers que vous aurez, donc ça vous permettra de vous aider aussi. Il faudra bien entendu vous appuyer sur ces dossiers pour vous aider dans l'analyse de ces leçons. Et dedans, vous aurez certainement très souvent des extraits de programmes, mais également des supports pédagogiques, des extraits de manuels scolaires, des traces écrites d'élèves aussi pour pouvoir eh bien, vous orienter sur peut-être des difficultés éventuelles que des élèves dans ce cas-là pourraient avoir. Donc quelques conseils sur cette épreuve de leçon. Tout d'abord, comme il l'est précisé dans les textes, vous devrez certainement, peut-être dans la partie entretien notamment, répondre à quelques questions disciplinaires de français ou de maths. Donc il ne faudra pas avoir oublié tout ce que vous aurez appris pour les épreuves disciplinaires écrites. Attention, bien entendu, à la posture. Les épreuves orales en général, ce sont des épreuves dans lesquelles le jury va pouvoir voir qui vous êtes et donc voir aussi la posture que vous allez pouvoir avoir. Il faut que le jury puisse se dire, cette personne, je peux la voir en septembre prochain dans une classe avec des élèves, devant des parents d'élèves. Et donc, il faut déjà avoir cette posture du professeur des écoles qui est vraiment importante dans le cadre d'épreuves orales, bien entendu. La connaissance des programmes, hein, forcément, il faudra, même si vous l'aurez certainement, vous aurez des parties ou des morceaux des programmes de français ou de maths dans le dossier qui accompagnera les leçons. Il faudra les connaître, savoir situer, etc. Et enfin, dernier point, ceux qui ont passé le concours les années précédentes, eh bien, la partie 3 des épreuves français et maths, qui étaient des épreuves didactiques, en gros, c'est ce qui correspond actuellement mais là, cette fois, ça sera à l'oral, donc ça sera peut-être une difficulté supplémentaire. Voilà pour ce qui est de cette épreuve très importante. Du côté d'Objectif CRPE, comme eh bien, la didactique représente maintenant une grande part dans le concours, nous avons décidé eh bien, de faire une mise à niveau de didactique, ce qu'on appelle les fondamentaux. L'idée, c'est de, à travers des modules préenregistrés, revoir vraiment les bases de la didactique et que vous ayez eh bien, dès cet été, on va les mettre à disposition des étudiants à partir de... En mathématiques, on a commencé, le français, ça arrivera au mois d'août. Eh bien, commencer à acquérir vraiment toutes les connaissances didactiques à avoir et les cours en live qui auront lieu tout au long de l'année. Il y en aura également une dizaine en français et une dizaine en mathématiques. Ces modules-là
eux, ces lives, se concentreront sur les analyses des différentes leçons pour vraiment là passer à du pratique, à ce qu'on va vous demander de faire et essayer de faire un maximum de sujets. Vous aurez, pour vous entraîner encore une fois, l'entraînement c'est très important, deux simulations d'oral qui seront à distance, une préparation 100% à distance, dans lesquelles vous allez être devant un jury à distance avec une personne qui va vous faire passer comme le jour J l'épreuve. Et vous aurez également des simulations d'oral commentées. Là, le but, c'est qu'on va enregistrer des épreuves orales et un professeur viendra commenter pour voir ce que donne en fait une épreuve le jour J pour que vous ayez aussi moins peur de cette épreuve. Et bien entendu, vous aurez des cours sur les programmes, sur comment faire une séance, une séquence. On a parlé tout à l'heure pour l'épreuve d'application, mais tous ces cours-là vous serviront également pour cette épreuve de leçon. Et des sujets types seront traités, bien entendu, tout au long de l'année en cours. Alors, question d'Aurore, pour l'épreuve de leçon, peut-on nous demander de préparer une séance? Alors, a priori, d'après les textes, il s'agira surtout d'analyser et essayer d'extraire tous les éléments didactiques des leçons qu'on vous aura présentées. Il est tout à fait possible, en revanche, que dans les parties entretien, le jury puisse vous demander effectivement si vous tombez sur, je ne sais pas, la géométrie en CE2, avec une leçon de géométrie pour une classe de CE2, il est tout à fait possible qu'on puisse vous dire que pendant l'entretien, le jury vous demande et qu'est-ce que vous feriez, quelle séance vous pourriez développer pour traiter la géométrie, mais au CM1 par exemple. Donc ça ne sera pas demandé explicitement dans la partie exposée notamment, mais ça sera une possibilité pour la partie entretien. Mélanie, étant donné que cela correspondrait à la troisième partie de l'ancien concours, effectivement, peut-on nous demander d'analyser une séquence d'enseignement ou encore une page de manuel comme cela était possible lors de l'épreuve écrite? Alors oui, c'est d'ailleurs ce qu'on va vous demander. C'est-à-dire que dans les documents qu'on va vous donner, les sujets qu'on va vous donner pour cette épreuve, il y aura une leçon de maths, une leçon de français et un dossier à côté avec des documents sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Et donc ces leçons de maths et de français, vous aurez à les analyser, à expliquer comment vous feriez une séance à partir de cette leçon, analyser les éléments didactiques, etc. Et en vous appuyant donc sur les documents que vous aurez. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit effectivement que ça se rapproche de la troisième épreuve, de la troisième partie de l'épreuve écrite de l'ancien CRPE. Je passe sans plus attendre à la deuxième épreuve orale, qui est une épreuve, qu'on appelle l'épreuve d'entretien, qui est donc, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, une épreuve en plusieurs parties. En 2 parties précisément, voire 3 parties, je vais y revenir. Vous aurez dans tous les cas sur cette épreuve 30 minutes d'abord de préparation, puis 1h05, c'est assez précis, d'oral et de discussion avec le jury. Alors, il y a 2 parties puisque vous allez commencer par l'EPS. Dans cette épreuve d'EPS, donc l'EPS, éducation physique et sportive, le but sera d'élaborer une proposition de situation d'apprentissage, donc un peu comme si vous alliez proposer une séance avec une classe donnée de même en EPS, en sport. Vous enchaînerez ensuite avec une partie sur la motivation, puis sur une mise en situation de connaissance du système éducatif. J'y reviendrai. Un petit coup d'œil sur comment ça va se répartir le temps. Donc 30 minutes de préparation, ça c'est OK. Vous enchaînez ensuite, donc vous commencez par l'EPS. L'EPS, il y a 30 minutes qui sont dédiées à cette partie-là, 15 minutes maximum d'exposé. Et ensuite, le temps restant sur les 30 minutes, ça sera de l'entretien, donc de nouveau un échange avec le jury.
Vous enchaînez ensuite avec la partie motivation, où là, vous allez avoir 5 minutes maximum de présentation de vous-même, votre parcours, pourquoi, il faudra expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes devant le jury et pourquoi vous voulez devenir professeur des écoles. Donc attention, il faudra vraiment essayer de se vendre. C'est un peu comme un entretien de recrutement dans une entreprise ou autre. Vous allez ensuite avoir 10 minutes d'échange sur ce que vous aurez dit sur votre présentation et la motivation. Donc là de même, le jury va pouvoir vous poser plein de questions. Et enfin, vous finirez avec 20 minutes de mise en situation. Donc il y aura 2 mises en situation qui vous seront proposées dans ce qu'on appelle la connaissance du système éducatif. Donc encore une fois, l'idée c'est de vous mettre en situation et essayer de voir comment vous réagiriez si vous étiez dans une classe. Donc on vous proposera une situation et vous devrez répondre à la question. Donc ça peut être des situations d'enseignement ou des situations de vie de classe. Donc par exemple, vous êtes dans une classe, un élève se blesse avec son compas, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est assez concret et très terrain. Et de même, vous faites une leçon sur Louis XIV et les étudiants ne comprennent pas qui étaient les rois, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, ces 2 exemples peut-être, ça sera peut-être un peu moins didactique sur l'exemple de l'enseignement, mais voilà, c'est vraiment des mises en situation. Donc sur le PS, vous aurez un sujet qui va vous proposer un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition pour la séance. Exemple, vous êtes avec une classe de CE2 et vous vous rendez compte que eh bien, dans cette classe, les étudiants ne s'entendent pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pourriez proposer, en tout cas, dans le cadre d'une séance de PS? C'est ensuite à vous de choisir le champ d'apprentissage, et de l'activité physique support à présenter au jury. Donc c'est à vous ensuite de décider si vous allez leur faire plutôt de la natation ou de l'athlétisme. Donc là par exemple, pourquoi pas faire une séance d'athlétisme, de relais, de course de relais pour pouvoir montrer qu'à plusieurs ils peuvent faire une course et gagner des courses par exemple. Donc il faudra faire attention bien entendu à tout ce qui est des connaissances en matière de développement et psychologie de l'enfant. Ça c'était vrai pour l'ancien concours, pour la partie EPS. C'est encore vrai aujourd'hui avec cette nouvelle épreuve, puisque ce qui est important, c'est de montrer que vous connaissez bien les élèves et que vous allez pouvoir proposer des séances qui sont en adéquation avec le développement à l'âge de l'élève. Du coup, nos conseils, c'est bien d'avoir des connaissances théoriques assez solides, donc sur le développement de l'enfant, le fonctionnement du corps, l'éducation à la santé aussi, hein. Tout le PS, c'est pas juste leur faire du sport, c'est aussi derrière tout un raisonnement qu'il faut connaître. Tout ce qui est aspect réglementaire et sécuritaire, bien entendu, notamment à la natation, il faudra bien faire attention. Et donc ça, le jury verra à ce que vous ayez tout ça en tête. Et il faudra bien entendu avoir une méthodologie, puisque on ne fait pas une séance ou une séquence de PS comme on fait une séance de maths ou de français. C'est toute une méthodologie à avoir. Et donc, nous, c'est ce que nous verrons tout au long de l'année dans notre préparation, puisque voilà, avec notre professeur de PS, à travers les cours en live, vous allez pouvoir avoir toutes les connaissances sur la place de l'EPS à l'école, tout ce qui est développement de l'enfant, et bien entendu tout ce qui est méthodologie de traitement de sujet avec 2 simulations d'oral individuelles aussi pour vous entraîner, et des simulations d'oral commentées, comme je l'ai dit sur la première épreuve orale. Un petit mot sur la seconde partie de cette épreuve. C'est une épreuve donc, sur à la fois la motivation et la CSE. Pour ce qui est de la motivation, vous aurez une petite fiche à remplir. Il y a vraiment quelques questions pour savoir qui vous êtes rapidement. La présentation initiale de 5 minutes, elle est importante et vous aurez à convaincre le jury que vous êtes motivé et présenter du coup votre parcours et en quoi vous êtes motivé à devenir professeur des écoles. L'échange ensuite de 10 minutes, on en a parlé.
Pour ce qui est de la CSE, de même, les 2 mises en situation, l'une d'enseignement, l'autre en lien avec la vie scolaire, ça j'en ai parlé. Et encore une fois, le jury sera là pour voir si vous avez déjà cette posture du professeur des écoles, si vous êtes déjà capable de vous inscrire dans le quotidien d'un professeur des écoles, avec tout ce qu'il y a de problèmes à gérer, de choses à gérer avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec les collègues, avec les directeurs d'école, etc., etc. Donc ce sera important de bien connaître tout ce qui est les valeurs de la République et bien entendu toutes les connaissances du système éducatif, donc comment ça marche au sein d'une école, etc. Il faudra donc quelques conseils, travailler votre motivation, le discours que vous allez avoir aussi pour présenter cette motivation. Pour ce qui est de la CSE, il y a les grands classiques et vous aurez certainement des questions par rapport à ça. La laïcité, les droits et devoirs du fonctionnaire, ça c'est des choses que vous devrez maîtriser. Les difficultés scolaires également, que vous aurez l'occasion de voir à travers la didactique, mais que vous devrez aussi maîtriser pour cette épreuve de mise en situation. Et puis, la posture, pour avoir la posture, vous pourrez notamment vous baser sur le référentiel de compétences du professeur des écoles, un référentiel que vous devrez connaître, avoir au moins une idée des différents points qui sont développés dedans, puisque c'est un référentiel que vous devrez maîtriser et avoir dès la rentrée d'après. Alors, quelques questions avant, peut-être j'explique un peu dans notre préparation ce qu'on a prévu, ensuite je répondrai aux quelques questions sur cette dernière épreuve orale. Eh bien, vous aurez tout d'abord des cours de coaching pour votre oral de motivation, comment utiliser toute votre expérience personnelle, professionnelle passée pour montrer que vous êtes motivé et montrer que vous voulez être professeur des écoles. Les grands thèmes de CSE seront balayés également à travers des cours en live toute l'année, bien entendu. Et de même, les 2 simulations d'oral que vous aurez avec l'EPS, puisque c'est une seule épreuve. Alors, avant d'évoquer avec vous l'épreuve facultative de LVE, je vais répondre aux quelques questions que nous avons. Kendall, le temps de préparation de 30 minutes, donc uniquement pour l'EPS, ou c'est pour l'EPS et la CSE? Alors oui, les 30 minutes de préparation, c'est que pour l'EPS du coup, puisqu'il n'aura rien à préparer. En tout cas, les 5 minutes de présentation de motivation, ça vous devrez le préparer en amont, bien entendu. Et de même pour les mises en situation en CSE, on va simplement vous donner des mises en situation. Je ne sais pas si elles vous seront données à l'oral ou sur des petits papiers, mais effectivement, vous n'aurez rien à préparer. Camille demande, est-ce que nous avons toujours des APSA? Alors a priori non, en tout cas c'est pas dans les textes, donc a priori ça sera à vous de choisir une APSA. Les APSA, pour ceux qui ne connaissent pas, sont les activités physiques, sportives ou artistiques, par exemple les jeux collectifs, les activités athlétiques, la natation, ça c'est des APSA différentes qui vont ensuite correspondre à des sports que les étudiants pourront pratiquer. Et donc a priori, il n'y aura pas d'APSA imposé dans chaque académie. Et donc Aurore avait la même question, je crois. Nous donnera-t-on des APSA à apprendre avant l'oral comme à l'ancien CRPE, ou faut-il toutes les apprendre? Alors, je ne sais pas s'il faudra toutes les apprendre, mais il faudra avoir une idée effectivement sur pas mal d'APSA, parce que dans la partie entretien avec le jury, ils pourront certainement vous poser effectivement des questions sur un peu toutes les APSA, ou si ce sera à vous en fait, quand vous allez développer la séance, de choisir l'APSA dans laquelle vous développerez la séance d'apprentissage. Et du coup, il est tout à fait possible que le jury ensuite vous demande sur un autre APSA, qu'est-ce que vous feriez? Donc il faut effectivement avoir en tête une vision un peu plus globale. Voilà pour les questions. Alors l'épreuve facultative de LVE, c'est nouveau également. Ils ont voulu mettre un peu de langue vivante étrangère dans ce concours, avec donc une épreuve facultative. Donc vous devrez certainement vous y inscrire au moment de l'inscription. Elle est facultative, ce qui signifie que seuls les points au-dessus de la moyenne, donc au-dessus de 10, puisqu'elle sera notée sur 20 points, seront pris en compte pour l'admission.
Donc, déjà, elle sera ouverte qu'aux personnes qui sont admissibles. Et eh bien, un exemple, si vous avez 15 sur 20, ça vous fera 5 points supplémentaires sur votre note finale. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce petit bonus, on va dire, tout en sachant que, eh bien, il faut quand même pouvoir et savoir maîtriser la langue. Donc, c'est une épreuve qui durera 30 minutes. Vous aurez 30 minutes de préparation en amont. Et vous avez le choix entre les 4 langues, hein, anglais, espagnol, italien ou allemand. Et vous aurez comme objectif de présenter un document pédagogique ou didactique et expliquer comment vous pourriez inclure ce document dans une séance ou une séquence que vous feriez donc dans cette langue avec vos élèves pardon, dans la langue choisie. Et je crois que ce sera certainement précisé dans quel niveau. Donc, vous aurez tout d'abord à présenter dans la langue choisie le document qu'on vous donnera. Vous aurez ensuite un exposé en français pendant 10 minutes. Et enfin, vous finirez avec un échange dans la langue, encore une fois, choisie. Donc, ça fait bien 30 minutes, 10 plus 10 plus 10. Le document pédagogique en question, ça sera un document de 2 pages maximum et ça peut être soit une séance ou un déroulé de séquences d'enseignement, ça peut être un document d'évaluation, ça peut être une production d'élèves, un extrait de manuel, voilà, il y a plein de possibilités. Le but, c'est de pouvoir l'analyser et de pouvoir ensuite expliquer comment vous pourriez l'inclure dans une séance. Le niveau de langue requis, bien entendu, c'est un niveau B2, en sachant que l'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue sera autorisé pendant l'entretien. Maintenant, il ne faudra pas buter sur chaque mot et aller chercher, parce que ça prend un peu de temps d'aller chercher des mots, mais ça sera possible, s'il y a un mot vraiment que vous ne connaissez pas, d'aller regarder dans le dictionnaire, notamment pendant la préparation, ça peut être utile. Donc nous, nos conseils, et notre conseil principal, ce sera de prendre l'option vraiment si vous avez déjà un certain niveau dans une des langues. Si vous avez aucun niveau en langue, dans une des 4 langues proposées, n'y allez pas parce que vous allez perdre trop de temps à essayer de travailler cette épreuve qui est facultative et certainement vous n'aurez pas la note si on voit que vous ne maîtrisez pas les bases de la langue. Et donc notre préparation, on a une préparation pour cette épreuve, c'est une préparation qui sera en plus de la préparation complète annuelle, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc dans cette préparation, bien, vous aurez des cours sur les didactiques de langue bien entendu, avec de la pédagogie, de la didactique dans les langues choisies et des simulations, 2 simulations orales pour que vous puissiez bien entendu vous entraîner également sur cette épreuve. Voilà pour l'épreuve facultative de langue vivante. Alors, je réponds à une question de Lindy. Est-ce qu'il y aura des anciens jurys du CRP parmi les professeurs d'objectifs CRP? Bien entendu, Lindy. Pour ce qui est de tous nos intervenants, nous travaillons depuis plusieurs années déjà avec des personnes qui eh bien, connaissent parfaitement le concours, savent quels sont les attendus pour chaque épreuve. Je parle, quand je dis intervenants, c'est à la fois nos professeurs, donc ceux que vous allez retrouver qui vous font les cours en live, mais également eh bien, tous ceux qui vont vous accompagner tout au long de l'année à travers la correction de vos copies, donc ça c'est tous les correcteurs, et à travers les oraux blancs, donc ça ce sont les examinateurs qui sont effectivement des personnes qui connaissent le concours et savent très bien les attendus. Raquelita, oui, c'est au 3e concours qu'il y a le moins de places disponibles, en effet. Il y a moins de postes qui sont proposés chaque année, effectivement, sur ce 3e concours, mais il y a aussi beaucoup moins de candidats. Voilà. Valentine, cette préparation pour l'épreuve de langue aura-t-elle un coût supplémentaire? Oui, c'est un coût supplémentaire par rapport à la préparation complète annuelle, enfin la préparation annuelle. J'y reviendrai tout à l'heure sur eh bien, les tarifs notamment. Alors l'idée pour cette fin de présentation, c'est de vous donner quelques conseils. Un premier conseil, c'est sur la gestion du temps.
comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas encore s'ils vont passer ce concours. Donc la première chose à faire, c'est se décider, se dire, allez, j'y vais ou je n'y vais pas, peu importe. Mais il faut se décider. Et une fois que vous êtes décidé, c'est s'y mettre à fond. Et une fois si vous êtes décidé, vous vous dites, ok, je prépare ce concours, il va falloir aussi vous poser la question, est-ce que je le prépare seul ou accompagné? Il est tout à fait possible de passer le concours et de le passer seul, même si ça sera peut-être un peu plus difficile, parce qu'il y a forcément moins d'informations sur les attendus de l'épreuve. Alors que quand on est accompagné, forcément, on va avoir des personnes qui connaissent, qui sont au jury par exemple, et qui peuvent vous donner vraiment des informations là-dessus. Il faudra bien avoir en tête que l'important, c'est le jour J. Et donc, tout au long de l'année, vous allez pouvoir faire des entraînements, etc. Mais ce qui comptera, c'est vraiment ce que vous ferez le jour J aux épreuves écrites. Il faudra, pendant votre année de préparation, qui sera, souvent on le compare à un marathon, hein, ce n'est pas un sprint, il ne faut pas y aller à fond, c'est un marathon. C'est quelque chose qui va être long, assez dur, hein. Un marathon, ça ne se fait pas comme ça, il faut s'entraîner, ça sera voilà, un truc progressif qu'il faudra mettre en place. Et donc, pour mettre en place ce marathon dans lequel vous allez vous lancer, il faudra essayer de savoir quels sont les moments pendant lesquelles, les contraintes, ce qu'on appelle les contraintes récurrentes, pendant lesquelles vous savez que vous ne pourrez pas travailler. Par exemple, beaucoup de nos étudiants sont en reconversion professionnelle, mais continuent du coup, pendant l'année de préparation, d'avoir un métier à côté ou d'avoir des enfants à gérer. Bon, ça, c'est pas forcément un choix de décider de quitter ou pas son métier, là, c'est un choix. Quitter ses enfants, c'est plus compliqué forcément. Et du coup, il va falloir vous dire, ok, moi, tous les samedis matins, j'emmène mon fils au judo et du coup, je ne pourrai pas travailler. Ça, il faut le mettre dans un emploi du temps et ensuite réserver dans ce même emploi du temps des plages de travail, des séances de 2 heures maximum. Après, ça peut être compliqué de travailler 4 heures de suite et essayer d'alterner aussi les matières pour éviter de faire pendant une semaine que des maths. Vous n'allez plus en pouvoir et ça sera contre-productif. Et dans ce planning que vous allez pouvoir vous faire pendant l'année, il faudrait forcément respecter votre rythme naturel. Travailler régulièrement, ça c'est important, mais respecter votre sommeil et garder des distractions, des choses qui vous feront un peu sortir la tête de la préparation. C'est vraiment important, vous allez le voir. Les entraînements, j'en ai parlé. Il y a les sujets zéro. Si vous téléchargez le support du live, vous aurez à la fin quelques liens et notamment un lien vers notre page sur les sujets zéro. C'est toujours important de voir quelle est la tête, on va dire, de l'épreuve que vous aurez. Donc les sujets zéro sont disponibles seulement pour les épreuves écrites, malheureusement. Il faudra ensuite pouvoir vous entraîner, hein, donc avec Objectif CRPE, vous avez 2 entraînements pour les oraux, 3 entraînements pour chaque épreuve écrite. Et donc, on vous conseillera de vraiment respecter à la fois le temps et les conditions, c'est-à-dire vous isolez, vous n'utilisez aucune fiche, aucun document. Vous faites comme si vous étiez le jour J, même si on va vous mettre une première épreuve écrite à peu près à mi-octobre. Ça sera difficile de se mettre dedans, mais il faudra s'y tenir. C'est comme ça aussi que vous allez vous entraîner et progresser. Pour ce qui est des feedbacks, alors les corrigés officiels, les rapports du jury, c'est compliqué puisqu'ils n'existent pas encore malheureusement, mais avec chez Objectif CRP en tout cas, les corrections de copies en vidéo, vous allez avoir plein de retours, de conseils de personnes qui connaissent très bien les épreuves et qui vont pouvoir du coup vous conseiller, vous aider à progresser. Et ensuite, il faudra faire un travail d'analyse et de remédiation. Ce n'est pas le tout de faire une épreuve, il faut ensuite reprendre sa copie, voir où est-ce qu'on a fait des erreurs, pourquoi est-ce qu'on a fait des erreurs, pour éviter de les refaire ensuite. Et donc ça, c'est tout un travail, ce qu'on appelle un travail de remédiation. Chez Objectif CRPE, les remédiations sont importantes. Vous avez ce qu'on appelle des grilles de remédiation qui vont vous permettre, question par question, de voir si vous aviez eu bon ou pas. Et si vous aviez fait des erreurs, pouvoir aller retravailler chaque compétence en allant voir directement les exercices et les cours qui travaillent ces compétences qui ont été évaluées sur les questions que vous avez faites dans les différents concours blancs.
Donc ça, c'est un exemple de grille de remédiation. Donc, par exemple, la question 1, on travaillait l'accord du participe passé, vous allez avoir eh bien, les polis ou les fiches sur lesquelles on a travaillé cette compétence. Et pour l'oral, eh bien, de même, il va falloir s'entraîner. Donc, chez Objectif CRPE, il y a les 2 épreuves orales, mais si vous préparez seul, par exemple, il faudra eh bien, vous filmer, par exemple, et essayer de revoir ensuite pour vous améliorer en ce qui concerne tout ce qui est la communication non verbale, essayer de modifier certains traits que vous avez des tics de langage par exemple, et pourquoi pas essayer de montrer à des personnes proches qui ont déjà passé le concours par exemple, pour qu'ils puissent vous donner un maximum de retours pour que vous puissiez progresser bien entendu. L'oral, j'en ai parlé, hein, c'est très important l'oral, et comme je l'ai dit, c'est 2/3 de la note finale, donc c'est énorme, et d'autant plus sur le nouveau concours, sur l'épreuve de motivation, il faudra pouvoir convaincre le jury que vous êtes motivé, que vous voulez devenir professeur des écoles, et ça se travaille, c'est un exercice oratoire, et donc il va falloir essayer de travailler ça aussi, cette capacité à communiquer, à convaincre son auditoire et à montrer que vous êtes motivé. Ça passe par aussi le regard, la voix, la posture, l'engagement que vous aurez, et tout ça, ça sera évalué par le jury que vous aurez en face de vous. Ce jury qu'il faudra essayer de caresser dans le sens du poil, hein, être ouvert, réfléchi, être positif aussi, essayer d'éviter forcément d'être agressif, parce que ça fait toujours, c'est toujours plutôt négatif, et vous allez certainement perdre des points, notamment par rapport à d'autres candidats. Essayez d'être assez confiant sans non plus être familier, voilà. C'est essayer de faire preuve aussi forcément de bon sens. Le bon sens, c'est ce qu'on nous dit aussi très souvent, on travaille avec beaucoup de personnes qui sont jurys au vrai concours, et on nous dit très souvent que en fait, parfois certains candidats vont être éliminés parce qu'ils ne font pas preuve de bon sens. Par exemple, emmener des maternelles à la piscine sans qu'il y ait une personne supplémentaire, par exemple, pour accompagner, pour les surveiller. C'est des choses, voilà, forcément autour d'une piscine, il va falloir être beaucoup plus vigilant parce qu'il y a des risques de noyade. Voilà, c'est vraiment des choses que le jury va essayer d'évaluer, le bon sens, la posture de l'enseignant aussi. Alors l'expérience sera aussi à mettre en avant, forcément, notamment dans le cadre de la motivation. Donc il faudra mettre en avant les expériences que vous avez pu avoir, que ce soit des stages que vous allez pouvoir faire peut-être cette année. Chez Objectif CRPE, on propose des conventions de stage pour vous permettre de faire des stages d'observation dans des classes. C'est toujours intéressant d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. D'autres expériences sont aussi à mettre en avant, hein, si vous avez fait du soutien scolaire, si vous êtes assistant d'éducation par exemple, forcément vous avez déjà travaillé avec des enfants, donc vous avez de l'expérience par rapport à ça. Attention à ce qu'on appelle le syndrome de la maman, syndrome du papa, en tout cas syndrome du parent, c'est le fait de dire « Ah mais moi je sais comment ça se passe, j'en ai un à la maison et quand je lui fais le cours sur la géométrie, il comprend tout à fait. » Non, attention à ça. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans la posture du professeur des écoles, vous êtes dans la posture du parent, ce qui est complètement différent. Là, il va falloir pouvoir expliquer comment vous ferez avec des élèves que vous ne connaissez pas forcément, en tout cas pas au début de l'année, et avec un groupe d'élèves, c'est plus du individuel. Et enfin, c'est un conseil qu'on donne aussi très souvent, c'est d'être entouré. On vous donne, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un choix que de se dire est-ce que je prépare le concours seul ou accompagné. Dans tous les cas, c'est important d'être entouré parce que, comme je l'ai dit aussi également, pardon, je me répète, c'est un marathon. Et donc, vous allez connaître des moments où vous allez être à fond et des moments où ça va être beaucoup plus dur. Et donc, c'est aussi dans ces moments-là que vous allez être content de pouvoir être entouré de personnes qui, comme vous, préparent le concours peut-être
Et pour ça, eh bien, il y a des groupes Facebook qui existent. Essayez de rencontrer des personnes qui passent le concours comme vous. Chez Objectif CRPE, on a toute une communauté. Alors, on donne des noms de fleurs à nos promotions. Les personnes qui vont préparer le concours en 2022 font partie de la promotion des Magnolias. Et eh bien, à travers un groupe de travail, une cour de récré aussi, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer des personnes. Et ça, nos anciens élèves nous le disent, nous le répètent à chaque fois, notamment là, à l'occasion du goûter de fin d'année qu'on a pu organiser. On a pu enfin rencontrer des têtes et des élèves. Eh bien, on a pu voir que certains avaient fait des rencontres vraiment qui vont rester parce que voilà, vous allez rencontrer aussi peut-être des belles personnes. Vous allez aussi pouvoir vous entraider toute l'année, vous donner des conseils de méthodologie, vous remotiver aussi. Et donc, c'est vraiment important d'être entouré pendant cette préparation. Là, vous avez des exemples dans le groupe de travail. Il y a aussi des professeurs, nous, qui sont dans les groupes de travail pour répondre aux questions des élèves. Et enfin, donc, un petit mot sur la préparation annuelle chez Objectif CRPE, donc pour le CRPE 2022. J'en ai parlé un peu tout au long, donc vous allez avoir des remises à niveau en français et en maths. En français, c'est plutôt voilà, des cours qui font le tour du programme de grammaire, des cours fondamentaux vraiment en didactique du français et en didactique des mathématiques, des modules de cours ensuite toute l'année pour vous préparer, pour que vous soyez vraiment prêts dans toutes les épreuves qui seront donc en live mais disponibles ensuite en replay, donc ce qui vous permettra aussi de vous organiser. Des concours blancs avec des vidéos corrections, ça c'est important parce que vous allez avoir besoin d'un maximum de retours et de conseils pour que vous puissiez progresser vraiment tout au long de l'année. Et des oraux blancs de même à distance qui vous permettront de vous entraîner pour les épreuves orales et de progresser également. Sur le calendrier, j'ai fait un petit tour aussi tout à l'heure, je vous ai montré. Mais en gros, d'ici septembre, vous aurez les remises à niveau de français et de maths et les fondamentaux en didactique. Et à partir de septembre, là, à partir de mi-septembre, le début des cours en live dans toutes les matières. Donc ça sera 3 à 4 cours par semaine. Des cours qui ont lieu le soir à 20 h ou le week-end, ce qui vous permettra de vous organiser, notamment si vous travaillez ou si vous avez des enfants. Encore une fois, tous les cours sont ensuite disponibles en replay. Donc dans tous les cas de figure, vous pourrez vous organiser pour suivre la préparation. Et encore un dernier élément, on a une préparation 100% à distance, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas proche de vous. On est proche à la fois parce que 2 à 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine même, on va se retrouver ensemble avec les professeurs, avec tous les élèves pour les cours. Si vous les regardez en replay, vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions. Vous n'aurez pas le chat, mais vous pourrez vous poser vos questions si vous le souhaitez. On aura également des lives hebdomadaires organisés avec quelqu'un de l'équipe, donc que ce soit moi ou une autre personne de l'équipe, pour répondre à toutes vos questions. Vous aurez également donc le groupe Facebook, j'en ai parlé, des cours de méthodologie de travail aussi qu'on a mis en place, ce qui vous permettra peut-être de mieux apprendre, de mieux travailler, des cours de gestion du stress aussi, des cours de mémorisation. Voilà, c'est plein de choses qu'on met en place pour essayer d'être au plus près de vous, de répondre au plus près à vos demandes et à ce dont vous avez besoin dans le cadre de la préparation. Une revue de presse également, bimensuelle, pour essayer que vous soyez dans l'actualité de ce qui se passe dans le monde de l'éducation. Et donc ça, j'en ai parlé, des enseignants, examinateurs et correcteurs qui sont des experts du concours et qui pourront vous apporter toutes leurs connaissances et vous donner tous leurs meilleurs conseils. Et une équipe disponible et réactive, on sera disponible au téléphone, par mail, toute l'année. Et donc on pourra bien entendu échanger toute l'année si vous avez des questions ou autres. Donc pour ce qui est des tarifs, pour la préparation annuelle, le tarif est de 2 300 €. Si vous avez des financements, c'est 2 500 €, puisqu'il y a des frais de dossier d'inscription.
Nous avons un programme égalité des chances. C'est un programme qui permet, sur des critères par rapport à des situations financières et personnelles, on décide de donner comme des petites bourses et des réductions du coup à certaines personnes. Donc ça, c'est un dossier qu'il faut remplir. Mélina vous mettra peut-être dans le chat le lien si vous êtes intéressé, si vous avez des difficultés financières, parce qu'on sait que la préparation, c'est un coût, 2 300 €. Vous avez également des facilités de paiement, mensualités possibles, autant de mensualités qu'il y a 2 mois qui nous séparent des épreuves écrites. Donc il y en a une dizaine, je crois. Vous avez la possibilité de payer en 10 fois actuellement. Des financements externes qui sont possibles aussi, qui vous permettront de ne pas payer de votre poche. Donc, je ne sais pas, il y a des aides possibles de la région, d'entreprise parfois, dans le cadre de formation ou autre. Et puis le CPF, bien entendu, nous sommes éligibles au CPF, donc vous pouvez utiliser votre cagnotte via l'application Mon compte formation. Vous pourrez sélectionner Objectif CRPE et vous retrouverez cette page-là d'ailleurs sur notre site directement. Vous pouvez également faire des demandes de devis, donc si ça concerne des financements autres par votre entreprise ou par votre région. Les inscriptions, donc vous avez un numéro de téléphone ici et notre site où vous allez avoir toutes ces informations. Vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec un de nos conseillers qui pourra répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le concours, sur la préparation, sur votre éligibilité. Si vous avez des questions sur le financement également, voilà, n'hésitez pas. Mélina, je crois, vous partagera également là un lien pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous en fonction de vos disponibilités dans les prochains jours. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi accéder, parce que voilà, on est aussi une communauté d'entraide, donc on est sur tous les réseaux sociaux. Et cet été, on fait des rediffusions des meilleurs lives de l'année. Vous avez ici le calendrier, l'agenda. Donc allez sur notre page Facebook pour accéder à cet événement qui vous permettra d'avoir donc des rediffusions des meilleurs lives de l'année. Donc vous aurez un live de mathématiques avec donc notre prof star Louis, des lives, ce qu'on appelle les conversations pédagogiques, où Benjamin Charignon, directeur pédagogique de la préparation, va interviewer en fait des personnes qui ont écrit des livres dans le monde de l'éducation, donc un sur les premières années d'enseignement, un sur la pédagogie positive. Donc ça sera forcément intéressant pour vous. On vous mettra également une dictée. On organise de temps en temps des petites dictées, que ce soit au sein de notre préparation ou sur notre page Facebook. Et enfin, voilà, des lives sur les sujets zéro de l'épreuve de français pour découvrir ce que sont ces sujets zéro. Et donc, voilà, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux toute l'année. Voilà, on partagera certainement plein de petites choses pour aussi vous aider dans cette préparation et vous motiver pour réussir ce concours. Voilà pour ce qui est de la présentation. Moi, j'en ai terminé. Je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Donc nous restons disponibles, bien entendu. Donc encore une fois, si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à nous recontacter ou à prendre rendez-vous, comme je l'ai dit. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous avoir donné un maximum d'informations, répondu à toutes vos questions et vous avoir décidé aussi, vous avoir aidé à décider de passer le concours ou pas. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et puis à très bientôt chez Objectif CRPE. Au revoir.